Et dans l'info, mesdames, messieurs, merci de prendre le rendez-vous. Dans l'actualité de ce jour, 3 ministres du gouvernement de Patrice Talon, Joseph Djokbenou, Aurélien Gbenochi et Mathis Adijatou de la fonction publique étaient face aux hommes des médias ce jeudi 7 décembre 2017 pour éclairer l'opinion publique sur les sujets qui défraient la chronique. La 33e réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires a pris fin ce mercredi à Cotonou, une rencontre qui a connu près de 300 participants. Plus de précisions dans un instant. Le ministre de l'Énergie a procédé ce mercredi à la revue sectorielle de son département. Les échanges ont porté sur le thème « État du secteur de l'énergie au Bénin, bilan et réforme ». Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. 3 ministres du gouvernement de Patrice Talon, Joseph Djokbenou de la Justice, Aurélien Gbenochi des Affaires étrangères et Mathis Adijatou de la fonction publique étaient face aux professionnels des médias ce jeudi 7 décembre 2017. Objectif de cette conférence de presse, éclairer l'opinion publique sur les sujets qui défraient la chronique. Il s'agit entre autres de l'affaire CNSS qui a conduit Laurent Métoyon, ancien président du conseil d'administration de la CNSS en prison, des recrutements fictifs dans la fonction publique. Le ministre des Affaires étrangères s'est également prononcé sur la visite prochaine de la présidente du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, et celle de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, au Bénin. Suivez ici un extrait des propos recueillis à cet effet par Carole Olaye. Lorsque, dans une entreprise qui s'occupe des cotisations des travailleurs, de la gestion de ces cotisations, vous êtes gouvernement et une institution aussi importante que la Banque centrale établit et vous informe de ce que, alors qu'une banque était sous administration provisoire, alors que cette banque a failli se voir retirer son agrément par l'institution communautaire, que pendant cette période, près de 17 milliards de vos cotisations, des cotisations de nos parents, de ceux qui sont à la retraite, sont confiés à cette banque-là. Vous ne pouvez pas demander à ce gouvernement de ne pas s'interroger sur les responsabilités. Vous ne pouvez pas le dire. Nous avons reçu le 1er mai 2017 le cahier de doléances de 6 centrales et confédérations syndicales, parce que la CSTB ne s'est pas présentée ce jour-là, et qui compose 108 points de doléances. Chacun des points a fait l'objet d'examen, de négociations avec les centrales et confédérations syndicales. Même si le gouvernement n'a pas pu donner satisfaction à toutes les doléances, il y en a qui ont connu une satisfaction, pour d'autres, des activités sont en cours. Je voudrais vous confier que le chef de l'État, à un moment donné, avait décidé de payer tous les arriérés salariaux, les primes et consorts aux agents de l'État pour que le pays puisse vraiment se mettre au travail. Il avait été demandé au ministre de l'économie et des Finances de chiffrer donc le montant de tous ces avantages en instance. Ma foi, le ministre des Finances nous a communiqué le montant de 170 milliards pour l'ensemble. 170 milliards, ce n'est pas beaucoup dans certains pays, mais dans le nôtre, c'est beaucoup. Donc par rapport aux revendications d'ordre salarial, compte tenu de la disponibilité des ressources financières, le gouvernement essaiera de donner satisfaction aux organisations syndicales. Quand le directeur général d'une institution comme le Fonds décide d'aller voir un pays qui n'est pas en crise humanitaire ou qui n'a pas subi une catastrophe, c'est un signal. C'est d'abord un encouragement. Les retombées sont d'abord saluer la performance de la gestion rigoureuse qui est celle du gouvernement. Deuxièmement, parce que tous les pays sont à la recherche de l'investissement. Le moindre fait en matière de diplomatie économique influence les décisions. La direction générale du Fonds monétaire va au Bénin. Ça veut dire que c'est intéressant. Madame Michael Jean, c'est la secrétaire générale
de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous savez qu'elle est l'ancienne gouverneure générale du Canada, donc elle a eu rang de chef d'État. Ce qui l'amène, c'est que les signaux que donne le Bénin sont des signaux intéressants. L'OIF intervient dans diverses crises. Elle intervient aussi pour accompagner la bonne gouvernance dans beaucoup de pays. Et en ce qui concerne notre pays, j'ai compris en m'entretenant avec Mme Michaëlle Jean, il y a exactement une semaine à Paris, qu'elle brûlait d'envie d'aller voir ce pays qui commence par étonner pour la rigueur de la gestion, pour les réformes courageuses que nous menons. Le ministère de l'Énergie a procédé ce mercredi à la revue du secteur de l'énergie exercice 2016. Le thème retenu dans ce cadre, état du secteur de l'énergie au Bénin, bilan et réforme. Objectif global, faire le point de la mise en œuvre des recommandations des revues antérieures. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou. Il a profité de l'occasion pour présenter quelques actions du gouvernement visant à rendre l'énergie accessible au grand nombre à moindre coût, compte rendu Fréjus Serlan. C'est dans un contexte de réformes institutionnelles et structurelles, mais aussi d'investissements financiers considérables dans le secteur de l'électricité que s'est tenue ce 6 décembre 2017 la revue sectorielle de l'énergie exercice 2016. Son thème, état du secteur de l'énergie au Bénin, bilan et réforme. Cette revue a pour objectif d'examiner le point de la mise en œuvre des recommandations de la revue Gestion 2015, de faire la synthèse des acquis et d'élucider les difficultés rencontrées en vue de formuler les nouvelles recommandations. Il s'agit ainsi d'un instrument d'assistance à la prise de décision pour un développement crédible du secteur de l'énergie. Les partenaires financiers et techniques PTF ont salué les efforts louables du gouvernement qui ont permis de conjuguer au passé le délestage sauvage vécu par les populations récemment en augmentant la capacité de production nationale d'énergie électrique. Cependant, les PTF ont déploré la non mise en œuvre de certaines recommandations importantes de l'année 2015. Même si des efforts substantiels ont été fournis par le gouvernement. Ainsi, l'opérationnalisation de l'autorité de régulation de l'électricité tarde à devenir une réalité. Par ailleurs, le processus d'actualisation du Code bénino-togolais de l'électricité et du Code béninois de l'électricité traîne à démarrer. Sur ce dernier point, le ministre de l'Énergie n'a pas accordé son violon avec les partenaires financiers et techniques. Je suis un peu moins d'accord avec le coordonnateur par rapport à la révision du Code bénino-togolais qui, pour moi, est dans la bonne voie, puisqu'elle a été maintenant introduite au niveau du Parlement. Il a été introduit au niveau du Parlement, qui va donc passer à la ratification. Jean-Claude Oussou a par ailleurs saisi l'opportunité pour citer quelques actions du gouvernement pour le développement du secteur énergétique. Nous avons travaillé à la mobilisation très rapide de 150 MW en location pour faire face au court terme. La réhabilitation des centrales électriques Varsila de la SBE, dont 20 MW sont déjà opérationnels aujourd'hui. Nous avons lancé il y a 2 mois la construction de la première centrale thermique dual fuel du Bénin de 120 MW. C'est historique dans notre pays. Près de 100 MW de photovoltaïque sont prévus aujourd'hui avec différentes composantes. Je peux citer rapidement les 45 MW du deuxième compact MCA, les 25 de l'agence appuyée par l'Agence française de développement et une trentaine qui constitue la somme de plusieurs producteurs indépendants. Nous avons la construction de la ligne HTA Kandi-Banikwara, le renforcement et l'extension des réseaux électriques des différentes localités urbaines. Les participants ont aussi été invités à réfléchir sur la gestion du secteur de l'énergie. La situation financière des entreprises du secteur et les besoins en financement, notamment comment faire pour que le secteur privé
puisse prendre toute sa place en vue donc de dégager les orientations stratégiques nécessaires pour une amélioration durable. Pour le gouvernement béninois, l'électricité doit être accessible à tous à moindre coût, mais en respectant l'environnement, a martelé le ministre de l'Énergie. Un reportage de Fréjus Serlin et Romaric Devouchi. La 33e réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires a pris fin ce mercredi à Cotonou. Au cours de cette réunion à laquelle on prépare près de 300 participants, dont des représentants de gouvernements sahéliens et ouest-africains, des organisations intergouvernementales, des parlementaires, des responsables de la société civile et du secteur privé, les résultats de la campagne agro-pastorale 2017-2018 ont été examinés. La situation alimentaire et nutritionnelle a été également analysée durant cette rencontre. Au terme des travaux, une déclaration a été faite en guise de conclusion. En voici un extrait. Les participants ont eu l'occasion de débattre et d'échanger leurs expériences sur les approches innovantes et territoriales de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils ont également fait le point sur la mise en œuvre, les enseignements et les bonnes pratiques de l'Alliance globale pour la résilience, AGIR, la deuxième évaluation externe de la charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires et la mise en œuvre de la stratégie de communication du réseau. La production céréalière globale est estimée à 68,3 millions de tonnes, supérieure de 4% à celle de la campagne dernière et de 13% à la moyenne quinquennale. Cependant, des baisses sensibles sont observées dans plusieurs pays par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes, notamment au Cap-Vert et en Mauritanie. La situation critique dans ces deux pays mérite une attention particulière. Au regard de la situation alimentaire et nutritionnelle, 5,2 millions de personnes sont en besoin d'assistance alimentaire. Ce chiffre pourrait atteindre 9,6 millions de personnes d'ici la soudure en juin-août 2018 si des mesures appropriées ne sont pas prises, en particulier pour faire face à la crise pastorale qui se profile. Au regard de la situation alimentaire et nutritionnelle critique au Cap-Vert et en Mauritanie, le réseau appelle la communauté internationale à soutenir les efforts déployés par les États concernés dans la mise en œuvre de leur plan de réponse. Les participants recommandent au gouvernement et à leurs partenaires de soutenir la mise en œuvre d'une gouvernance locale inclusive de la sécurité alimentaire et nutritionnelle fondée sur le dialogue et l'initiative des acteurs locaux, ruraux comme urbains. Les membres du réseau invitent les États et leurs OIG à investir dans la durée dans des plans volontaristes de développement et de renforcement des chaînes de valeur agroalimentaire, en particulier les segments faibles ou manquants de la transformation agroalimentaire et de la distribution. Les membres du réseau conviennent que la 34e réunion annuelle aura lieu les 3 et 5 décembre 2018 à Banjul. Des propos recueillis par Laurent Tonekes et Damien Pedro. Le 17 novembre dernier a pris fin le sommet international sur le climat. Environ 130 participants du Bénin ont préparé à cette conférence des parties, la 23e édition. Ce mardi 5 décembre 2017 à Ouida, ils ont procédé à la restitution des activités de cette COP. Un atelier au cours duquel un agenda de prise en compte des grandes conclusions de la participation du Bénin a été défini. Reportage. Du 6 au 17 novembre 2017, le Bénin, avec une délégation d'environ 130 personnes, a participé à la conférence des parties, la 23e édition, à Bonn, en Allemagne, au siège de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce mardi 5 décembre 2017, cette délégation s'est réunie à Ouida pour procéder à la restitution des travaux de la COP 23. Globalement, je dirais que nous avons fait une meilleure participation à la COP parce que nous étions organisés et les collègues se répartissaient dans les différents groupes et venaient nous faire le rapport
de retour à la COP, maintenant, il est important que nous puissions restituer les résultats de la COP pour permettre à nos collègues, aux Béninois qui n'ont pas pu participer, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, ça c'est un premier point. Mais deuxième point aussi, c'est de pouvoir élaborer une feuille de route qui va délimiter les points critiques qui vont nous permettre de savoir à quel moment nous devons faire quelle action pour que la participation du Bénin à la COP 24, donc en 2018, soit encore améliorée par rapport à ce que nous avons fait cette année. Après la COP 22 au Maroc, considérée comme celle de l'action, la COP 23 devrait permettre de poursuivre les négociations pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Le point focal sur le climat, Eloge Lima, présente ici quelques avancées de cette COP. La mise à disposition du fonds d'adaptation de 50 millions d'euros par la République fédérale d'Allemagne pour aider les pays EMA à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Au cours de la COP, les pays se sont entendus pour que le fonds d'adaptation puisse servir l'accord de Paris. On peut aussi, toujours dans les avancées, dans les acquis de la COP, parler de l'adoption par la conférence d'un plan pour l'égalité des sexes. En matière d'atténuation, de financement et de transfert de technologies aux pays en développement et aux pays les moins avancés, que retenir? Le directeur général de l'environnement et du climat, professeur Martin Pépin-Aïna, dresse le bilan des acquis obtenus. Au niveau de l'atténuation, on a eu les informations, les résultats scientifiques du GIEC. Ça nous a permis de voir que ces 3 dernières années, la hausse continue. Et donc pour ce faire, les pays en développement, les pays les moins avancés ont appelé l'attention des pays développés, des pays industriels, sur le fait qu'il faut qu'ils tiennent compte de leurs engagements en ce qui concerne l'atténuation. Pour ce qui concerne les finances climatiques, nous avons beaucoup insisté sur la transparence parce que aujourd'hui on ne peut pas dire exactement les fonds qui ont été alloués donc, en ce qui concerne les engagements pris sur les 100 milliards. En ce qui concerne donc le transfert de technologie, nous avons fait le point pour remettre à l'échelle tout ce qui est pratique endogène, les documenter, donc les mettre à l'échelle scientifique et reconsidérer les données donc, de l'Afrique surtout à partir de la méthodologie pour que ce soit des données fiables et en même temps voir comment alimenter, mettre en place des ressources pour l'évaluation de besoins en technologie, donc pour les pays les plus vulnérables. Au terme de cet atelier de restitution, une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations issues de la COP23 a été définie et validée afin de permettre au Bénin, un pays vulnérable au changement climatique, de mener des actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre sur le plan national et mieux organiser sa participation à la prochaine conférence des parties, la 24e édition qui se tiendra en Pologne. Direction la commune d'Abomey-Calavi, l'édition 2017 de la Journée mondiale des volontaires a été célébrée ce mardi à l'amphi Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. L'événement s'est déroulé en présence du recteur Brice Saint-Saint. Reportage. Volontaires étaient à l'honneur ce 5 décembre à l'amphi Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi dans le cadre de la Journée internationale des volontaires. Cette journée, instituée par la résolution 242 du 17 décembre 1985 lors de la 40e session de l'Assemblée générale des Nations unies, est commémorée chaque année. La commémoration de cette journée marque toute l'importance que les pouvoirs publics, les organismes internationaux et la société civile accordent au volontariat dans le monde. C'est aussi un moment privilégié de placer le volontariat au centre de l'opinion publique et des débats officiels. En effet, cette journée constitue une tribune de sensibilisation et de reconnaissance du volontariat à l'échelle mondiale. Elle représente pour les volontaires et les organisations de volontariat national, régional et mondial une occasion unique de célébrer leurs efforts et succès, de partager leurs valeurs et expériences et de promouvoir leurs activités au sein des communautés locales et auprès des organisations non gouvernementales, des agences des Nations Unies, des autorités gouvernementales et du secteur privé. Le thème de cette année est
Les volontaires, premiers présents face aux crises, compte tenu de l'instabilité et des crises qui caractérisent le monde ces derniers temps. Le volontariat constitue aujourd'hui un moyen efficace pour engager les gens à s'attaquer aux défis de développement et pour soutenir les efforts d'assistance humanitaire. Le recteur Brice Saint-Saint, prenant la parole à cette occasion, a rappelé le contexte et l'historique de la mise en place des volontaires de l'UAC. Il se réjouit aujourd'hui des résultats atteints dans ce cadre. C'est ainsi qu'on s'est dit, démarrons d'abord par là. Est-ce que nous savons déjà nous mettre au service de l'autre? Pouvons-nous réussir à convaincre des diplômés qu'avant de commencer à écrire « j'ai l'honneur pour demander tel ou tel boulot », est-ce qu'on peut leur apprendre à se reformater? La question au niveau de notre équipe rectorale a été tout de suite oui. Pour la commémoration de l'édition 2017 de la Journée internationale des volontaires, plusieurs manifestations sont prévues avec des expositions des volontaires. Ainsi s'achève cette édition, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention.